Bonjour à toutes et tous, nous voici réunis aujourd'hui pour le 3e numéro de Culturisme et nous sommes heureux de vous retrouver au cœur du festival Zonezine qui se déroule tout au long de ce week-end à la Péniche, donc le week-end du 13 et 14 avril. Et rappelons aussi que se déroule également en parallèle le 3e temps des rencontres de l'archipel organisé par l'Abattoir qui invite toutes celles et ceux qui font Chalon dans la rue de prendre le temps de se rencontrer et d'échanger, chose qui nous tient particulièrement à cœur. Alors échanger, débattre, construire et comprendre ensemble, c'est ce que nous invitons à faire de nouveau aujourd'hui, en plongeant avec nous au cœur de la micro-édition et plus largement de la création graphique, du monde de l'image et de ses possibles. À l'heure où la difficulté pour les auteurs de créer n'a jamais été aussi forte, je crois que Yass, ici présent, pourra nous en dire quelques mots un peu plus tard, où la précarité de ces derniers tue à petit feu la création. Il est important que des événements comme celui-ci existent et mettent en valeur la diversité, la pluralité et la haute qualité de la création graphique française et internationale. Mais pour mieux comprendre ceux qui font, comment ils le font et surtout pourquoi, nous invitons autour de la table aujourd'hui donc 4 invités, comme notre habitude, et on va donner la parole. Klaus, si tu peux te présenter, dire un petit peu ce que tu fais. Voilà, je crois que tu as l'initiative de ce festival. Et voilà, te présenter. Bonjour, je suis Klaus Walbrou, je suis graphiste et illustrateur sur le Creusot Chalon. On a créé ce salon l'année dernière et donc ça nous permettait d'inviter plein de monde ici dans la région et aussi en dehors de la région et de montrer la diversité de la micro-édition. Donc qu'est-ce que la micro-édition ? La micro-édition, c'est Alors attends Klaus, ne panique pas, ne t'inquiète pas, on va aborder justement toutes ces questions par la suite. Donc en tout cas bienvenue et je vais donner la parole à Guillaume. Oui, salut. Enchanté. Alors vas-y, dis-nous qui tu es, ce que tu fais ici. Je suis Guillaume. Ce dont tu t'occupes. Là j'ai 2 casquettes, à la fois dans le salon en tant qu'éditeur, on a un label de disques et on édite aussi des livres et autres joyeusetés de ce type. Et on s'occupe aussi de la micro-galerie Chalon 3000 qui a été mise en place avec la Péniche, la salle de concert la Péniche, sur le site de l'Abattoir. Qui n'est pas un bateau, rappelons-le. Qui n'est pas un bateau, assez étrangement. On ne sait pas très bien pourquoi ce nom, la Péniche, quoi. Bref. Et voilà. Et nous, on est un peu partenaire de Zonezine, puisqu'il y a une expo qui aura lieu dans la galerie à 18h30 de Zad Cocard. Voilà. Ok. Eh ben, bienvenue, Guillaume, en tout cas. Thomas ? Oui. Enchanté, bienvenue. Merci. Donc, si toi, tu peux te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens et la particularité aussi de ton travail dans ce domaine-là. D'où je viens ? Ça va être compliqué, ça. Non, je viens très précisément ce matin, j'étais à Monceau, donc je viens de Monceau-les-Mines. Et pour parler de casquette, effectivement, je pense que ce qui m'amène là aujourd'hui, précisément, c'est mon travail d'encadrant dans un atelier chantier d'insertion qui s'appelle l'Atelier du Coin, porté par l'association Arc-en-Ciel, qui est à Monceau-les-Mines, où, entre autres production et diffusion, on réalise des impressions, des livres, des cartes, plein de choses qui peuvent rentrer dans ce domaine de la micro-édition. Et puis parallèlement, j'ai aussi d'autres activités plus personnelles autour de l'édition et du dessin notamment. Okay. Bienvenue Thomas. Et on termine ce tour de table par Yass. Bonjour. Bonjour Yass. Alors je m'appelle Yass, je suis illustrateur et auteur de bande dessinée. Donc actuellement je travaille sur une bande dessinée, c'est un comics avec un super-héros. Donc je suis très content. Et parallèlement, je vais ouvrir mon atelier à Autun. Donc, ça sera un atelier où je vais présenter notamment mon activité d'auteur de bande dessinée, d'illustrateur et aussi de graphiste et parfois joueur de flûte parce que je suis polyvalent. Voilà. Plein de cordes à ton arc. Oui. Exactement. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et on va rentrer dans le vif du sujet. Et par une question un peu large, j'aurais aimé du coup
que vous me donniez un peu votre avis et votre vision sur ce que représente pour vous, donc dans ce cadre de ce festival Zonezine, la micro-édition dans sa globalité. Comment vous la définiriez et comment vous vous positionnez aussi par rapport à tout ça? Qui souhaiterait commencer Si vous voulez, je peux commencer, mais je ne voudrais pas en fait, prendre la place de l'initiateur. Il n'y a pas de souci. Parce qu'en fait, j'ai préparé un truc en venant et je me suis dit c'est vachement bien de le sortir en fait pendant le tournage. Je dirais que la micro-édition et t'as l'édition, ce que l'épicerie est à la grande surface. Vous comprenez la chose? C'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est une belle image. Je savais que tu allais me dire ça. Parce qu'en fait, je trouve que vraiment la micro-édition, en fait, c'est qui a toujours existé, selon moi, en fait, avant l'apparition des grands labels, en fait, qui ont compris qu'il y avait un potentiel commercial à exploiter, évidemment. Je crois que la micro-édition, c'est vraiment la proximité avec son lectorat. C'est aussi en fait un moyen peut-être moins restrictif de diffuser quelque chose sans avoir forcément des tonnes de choses à faire valider parce que la maison d'édition, en tout cas moi pour avoir essayé, c'est très difficile d'entrer dans ce cercle-là. Et puis voilà, c'est tout. Enfin, c'est surtout l'image que je voulais mettre en avant, vous voyez. Après ça, j'avais pas grand-chose à dire, si ce n'est que voilà, c'est vraiment ce que j'aime, c'est la proximité et la liberté, je dirais. Je suis pas hors sujet, ça va? Du tout, au contraire. On rentre dedans. Non, c'est bien. Moi, je trouve ça une bonne définition. Ça vous paraît bien comme définition? Ouais. De réduire les intermédiaires qu'il y a dans l'édition, on va dire, je sais pas. Ouais. Alors les gars, je vous invite vraiment près du micro. Voilà, je sais que c'est pas un exercice simple et naturel. C'est surtout la couleur aussi qui fait bizarre. Quand on était, on a une glace et tout. Voilà, c'est rose. Ça, ouais, c'est aussi un raccourci entre l'auteur et l'éditeur en fait. Donc on fait tout à la fois et c'est une manière aussi de faire des productions moindres. Pas la peine de faire 10 000 exemplaires pour une affiche ou un bouquin. Voilà, c'est assez humain en fait, on va dire ça comme ça. Et d'une manière aussi dans l'impression, ça nous permet aussi de toucher autre chose que l'ordinateur pour la colorisation, etc. Jouer avec l'encre, revenir à des choses qui sont artisanales. Notamment la sérigraphie, la gravure et autres techniques d'impression. Et donc voilà. D'accord. Il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites. Qui ont déjà été abordées justement. Ouais, ce qui me parle, c'est effectivement d'avoir la main, ou en tout cas de pouvoir faire sien toute une chaîne qui, dans l'édition pas micro, est assez saucissonné et des fois on maîtrise pas tout, on connaît pas l'imprimeur, voilà, enfin il y a des choses qui sont coupées, alors que dans la micro-édition, je pense que l'intérêt c'est de pouvoir effectivement aller d'un bout à l'autre de la chaîne, c'est-à-dire des auteurs aux illustrateurs, à ceux qui fabriquent l'objet support, qu'il soit un livre, une affiche ou autre, à la diffusion. Donc c'est sûr que ça contraint à être sur des échelles qui sont pas celles d'une diffusion tentaculaire et d'être partout, mais on gagne le côté humain et proximité et maîtrise de ce qu'on veut dire, de qui le dit, comment c'est dit et à qui c'est dit. Et qui se sucre aussi au passage dans l'édition, il y a tout un tas, le distributeur, le blablabli, le blablabla, et au final les auteurs ils ont quasiment rien, alors que c'est eux qui ont fait le travail en fait le plus important, quoi, et c'est ceux qui touchent le moins finalement, on va dire. Il y a un rapport aussi avec le do it yourself aussi, c'est le fait que j'ai envie d'éditer un bouquin, fais-le quoi. On passe pas par un éditeur qui ne lira certainement pas ton bouquin et va traîner sur ton bureau pendant des mois et des mois, donc voilà.
Et il y a des projets aussi, pardon, qui n'ont justement, pas forcément besoin c'est qui vont pas avoir une audience de ouf. Ça se trouve, il y a que 50 personnes dans le monde que ça va intéresser, mais c'est bien qu'ils existent quand même pour ces 50 personnes. Alors que dans l'édition, si t'intéresses que 50 personnes, personne va sortir ton truc. Juste pour rebondir sur ce que gagne l'auteur, effectivement, en fait, généralement, on passe par une avance. En fait, c'est la maison d'édition qui fait une avance pour que l'auteur, le dessinateur puisse travailler. Dans le schéma classique. Voilà, dans le schéma voilà, je parle vraiment du schéma classique. Peut-être que ça a changé, hein. Moi je vous parle parce que il y a 3-4 ans, et l'auteur touche des droits d'auteur, donc à négocier entre 5 et 14% sur un livre. Donc ce qui fait effectivement pas beaucoup pour l'auteur au final, parce qu'après c'est tout un mécanisme qui fait que la librairie qui diffuse va toucher 60%, la maison d'édition va toucher 30%, et au final l'auteur touche vraiment la part la plus minime de la chaîne de production, parce que aussi il a eu une avance qui sera amortie par les ventes par la maison d'édition, enfin je crois. Ça c'est dans les meilleurs cas, je pense, l'avance et tout ça. Il y a plein d'autres cas où il n'y a pas forcément d'avance. Après, que l'ensemble de la chaîne qui ait des rémunérations et que le commerçant touche sa part, que l'imprimeur touche sa part, ça semble logique. Après, c'est la répartition, effectivement. Et puis, encore une fois, moi, je pense que c'est surtout la maîtrise de ce sujet-là. Dans un cas classique, c'est effectivement l'éditeur qui est un peu le chef d'orchestre et qui choisit l'auteur, qui choisit l'imprimeur, qui choisit le diffuseur. Alors que là, sur la micro-édition, on peut être sur une équipe plus restreinte et maîtriser la chaîne du début à la fin. Plus chef de tout, quoi. Voilà. Donc du coup, on peut dire qu'au-delà de la micro-édition, ça peut aller. Donc on peut parler également de micro-impression, de micro-diffusion, et que c'est votre volonté en tant qu'artiste, auteur ou justement éditeur ou diffuseur de maîtriser de A à Z ce schéma de création. Mais est-ce que du coup, ça pose pas aussi une question plus globale de sortir de cette chaîne globale du coût de production? Pour reprendre un peu mon fil, se pose alors la question économique de ce schéma particulier. En fait, moi, quand j'ai étudié un petit peu le sujet, je me suis dit, mais du coup, comment vous vivez par rapport à ça? Comment vous arrivez à vous en sortir? C'est vrai que quand on étudie un petit peu dans le cadre du schéma classique des auteurs, comme tu évoquais tout de suite, Yas, il peut avoir des avances, tout ça, qui peut permettre justement à l'auteur d'avoir un temps, comme un peu dans le schéma de l'intermittence, d'avoir un subsidu qui te permet de continuer à créer ton œuvre et du coup, après, de prétendre à la vente et du coup de choper des droits d'auteur sur cette chose. Mais dans ce schéma du coup de micro-édition, comment vous faites, comment vous évaluez votre schéma économique? Là aussi, en regardant un petit peu comment est monté Zonezine, il n'y a aucun apport d'argent public. Non. Il n'y a aucune demande de subvention. Il y a des demandes, mais il y a des demandes, il n'y a rien, il y a rien derrière. Retour. D'accord. Et du coup, comment vous faites? Comment ça peut exister? Parce qu'on se pose toujours l'idée dans le schéma culturel classique de dire sans subvention, rien n'existe, rien n'est faisable, alors que là, ça existe quand même. Et même globalement, vos créations, elles existent, même si elles sont, comme tu disais Guillaume, réduites à 40 ou 50 personnes, elles vont quand même exister. Et j'aimerais, moi, savoir du coup que vous nous expliquiez un petit peu comment vous faites pour que ça existe, justement. Je pense, il y a pas de réponse vraiment globale à ça. C'est chacun se démerde. Il y a ceux qui ont leur boulot à côté, qui font ça, qui font des ateliers. Enfin, il y a pas de règle. C'est juste que oui, tu vas pas vivre avec ton édition de 100 exemplaires en riso d'un fanzine que t'as fait, mais ça fait partie des métiers passion, quoi. Tous les gens qui sont là, c'est des gens bien qui veulent changer le monde, et du coup l'argent, ça n'a pas d'importance a priori dans ça. Après, le loyer, tout ça, la bouffe, chacun se débrouille pour se débrouiller, quoi. Le RSA, je sais pas, un travail, des jobs, des pauvres. C'est la précarité, quoi, mais la joyeuse vie. Enfin, non, mais moi je prends toutes les réponses, au contraire, justement. C'est ça qui est intéressant dans la démarche globale, je trouve. Là, nous, dans le cadre de l'association Ancrage que j'ai faite, nous, ça nous permet déjà de faire nos productions. Et au niveau économique, en fait, c'est le prolongement du boulot. Parce que ce qu'on peut pas faire, nous, dans le boulot,
genre faire des belles images comme ça, on se le fait pour nous, quoi. Donc déjà ça. Et puis nous on n'en vit pas, quoi. L'association, l'argent qu'on récupère, c'est pour les comment on appelle ça, les encres, etc. Les consommables. Les consommables, voilà. Et puis quand on édite des gens, on partage la part, quoi. On achète tout et puis l'autre moitié c'est pour l'auteur, quoi. Donc voilà, on fonctionne plus ou moins comme ça, quoi. Et après pour revenir par rapport au salon, chacun vient. On invite tout le monde, s'ils ont envie de venir, ils viennent. On leur explique qu'on n'a pas de sous pour les défrayer, etc. Mais voilà, chacun donne sa part pour créer le salon, en fait. Voilà. Ouais, tout comme la démarche de création, la démarche aussi d'être là, c'est vraiment une rencontre humaine. Aussi, ouais. Il y a cette vraie démarche de revenir à l'humain. De rencontrer les gens, de présenter le travail, de dire tiens, on fait ça. Ah lui, il fait ça, machin. Et puis des projets peuvent naître dans ce de ces rencontres-là. Voilà. Donc voilà. Toi, Yass. C'est mon tour. Oui, effectivement, je pense que l'aspect humain est très important en fait lors de démarches comme tu l'as fait, Klaus. Après, en fait, il y a quelque chose de nouveau. En fait, non, c'est pas tellement nouveau qui est arrivé, c'est Internet. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a des possibilités de se faire financer. Alors, une édition à la hauteur de 50 exemplaires ou 100, en passant par des plateformes de préfinancement ou encore en faisant jouer un peu son réseau qui sera un peu plus diffusé virtuellement, alors que les salons c'est vraiment l'occasion de rencontrer l'auteur, alors que sur internet on peut quand même à moindre frais diffuser faire de la communication autour d'un magazine qu'on a créé, etc. En tout cas pour nous c'est un projet ambitieux. En ce moment on est passé par une plateforme et on a été financé à la hauteur de 12 000 € pour réaliser le comics entièrement, en fait, sont passés par personne d'autre. C'est uniquement en fait des gens qui ont précommandé, si vous voulez. Donc ça sera un tirage. Une souscription en fait. Proportionnellement en fait à ce qu'on a récolté, on fera un tirage qui sera comment en fait on a gagné les sous. Et moi aussi, du coup, je suis payé pour travailler sur le projet. Alors, moi, j'ai avec les deux casquettes, il y a celle de l'atelier du coin où finalement la micro-édition n'est pas le but ultime de l'atelier. Le but ultime, c'est l'insertion des personnes, donc de les amener à reprendre confiance, à avancer dans leurs problématiques de santé et professionnelle, plein d'autres choses. Donc là-dessus, la micro-édition, elle est qu'un support. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, il y a une part intéressante, créative, de maîtrise de plein de domaines pour amener les gens là-dedans. Et puis parallèlement, il faut que la sauce elle vive, donc il faut bien qu'on vende, qu'on fasse rentrer des sous. Donc à ce moment-là, ce qu'on réalise aussi, c'est des choses des commandes finalement. C'est-à-dire, c'est des auteurs qui viennent nous voir et à qui on facture le prix que facturerait un imprimeur. Ou alors un deal où on ne demande pas d'argent pour l'impression et puis on se répartit la fabrication entre une part pour l'auteur, une part pour nous, et puis chacun vend son stock. Donc là-dessus, la problématique économique, elle n'est pas essentiellement de vivre de la micro-édition, elle est de faire tourner et vivre cette structure-là d'insertion. Et pour faire ça, il y a une part de création, il y a une part de réponse à des commandes qui permettent de faire rentrer un peu d'argent. Et puis sinon, pour l'expérience plus personnelle, c'est vrai que le système de souscription, moi c'est ce que j'ai utilisé et qui fonctionne assez bien parce que finalement, alors ça demande de l'énergie et du temps avant d'être dans la création ou en même temps. Mais en même temps, finalement, on a quelque chose d'adapté, quoi. On sait à peu près combien de personnes vont être intéressées, à partir de quand est-ce que on va pouvoir au moins financer l'impression et le temps qu'on a passé. Donc après que ça passe par des plateformes ou par d'autres choses, tout dépend du projet, quoi. Si ça intéresse qu'un petit milieu, faut aller faire la souscription auprès de ce milieu. Si c'est plus large, il faut élargir, mais au moins on ajuste l'offre et la demande, quoi. Ce qu'on va réaliser par rapport
au potentiel de gens qu'on peut toucher, quoi. Et puisque ta question a été comment en fait se débrouiller pour gagner en fait sa vie tout en continuant à faire les métiers passion, comme tu disais, en fait je pense qu'on a tous ce point en commun. C'est moi, pour ma part en tout cas, ça a été aussi des ateliers en fait où avec des jeunes. Un livre, c'est pas simplement un livre, c'est aussi en fait un moyen d'accéder en fait à partager dans les écoles, dans des centres socioculturels. En tout cas, moi, j'ai eu cette chance-là de pouvoir vraiment transmettre à travers ce bouquin, parce que ce bouquin n'aurait pas existé, j'aurais pas pu rentrer comme ça en disant allez, on va faire un atelier aujourd'hui. C'est comme ça aussi que les gens en fait te remarquent, et puis et c'est vrai que voilà, en fait, ça permet aussi d'un peu de rentrer de l'argent pour continuer. On a de la musique en plus. En plus, maintenant. On va faire ça en chantant maintenant. En dansant. Là, je voulais aborder aussi, dans la continuité, justement, vous évoquiez les petits volumes de création, voilà, le côté un peu niche de cet univers-là. Après, oui. souvent on parle de niche, mais en fait, moi je suis pas tout à fait d'accord avec c'est pas une volonté, c'est pas une volonté de se fermer dans un petit milieu fermé. C'est juste que les gens sont souvent pas très curieux et s'intéressent pas aux choses intéressantes en fait. Comme dans tous les domaines en fait. Et la micro-édition en fait c'est pas forcément un choix. S'il y a 10 000 personnes qui aiment bien le petit fanzine en noir et blanc, tu peux en tirer 10 000 exemplaires. C'est pas une volonté d'être tout petit caché dans son coin. C'est un jeu entre des contraintes et la société en fait qui font que voilà, il y a pas trop de place pour les projets non exclusivement marchands, rentables, etc. quoi. Donc la débrouille, et puis voilà, on fait exister avec l'énergie des gens ce qu'on appelle une niche, mais qui est en fait assez je sais pas, j'aime pas bien ce terme de niche, ça fait vraiment on s'est trouvé un petit coin là bien cool, on fait nos 50 exemplaires, là ça marche du feu de Dieu. C'est pas je sais pas, j'imagine que personne se dit génial, on va en faire 20 plutôt que 20 000. C'est ça qui va faire la qualité, ou justement la recherche, ce truc comme ça. Mais justement, c'était ce paradoxe-là que je voulais souligner, c'est-à-dire que l'année dernière, pour la première édition, vous avez fait à peu près 500 personnes sur une journée, ce qui justement, moi, me paraît vraiment un très bon résultat par rapport à l'idée ou l'image qu'on peut se faire de cette micro-édition, justement. Et que ça montre qu'il peut y avoir un engouement d'un public sur cet univers-là. Non ? Déjà, l'année dernière, il y avait le fait d'avoir l'édition du CNAR. Donc ça a pas mal joué pour amener du monde pour le salon. Et puis, comment expliquer la curiosité des gens il y a ça, c'est la découverte sur le moment, je pense. Et puis, je sais pas comment expliquer la venue des gens pour venir pour voir le salon, en fait. Après, si je peux intervenir, ouais. Ce qu'on remarque aussi, c'est le côté assez familial, peut-être. Ouais, non, mais enchanteur que les gens découvrent quand ils voient des choses artisanales faites à la main, avec, il y a un travail d'un typographe, il y a des tas de procédés de gravure très artisanaux, quoi. Et il y a le côté même assez les original, plus jeunes, sont assez ébahis d'arriver à imprimer un mot ou une image en une couleur, alors que tout le monde est gavé de textes, d'images par ailleurs. Il y a malgré tout, je pense, aujourd'hui une curiosité pour ça. La découverte de la magie de ça. Pour ressentir un peu mon propos, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a justement une vraie envie et un vrai désir des publics dans leur globalité de revenir à ça, c'est-à-dire à cette proximité avec l'artiste, avec le créateur, de voir comment c'est fait, comment c'est construit, et de plus être forcément dans le truc de la surconsommation, du truc que tout le monde peut avoir, du truc qui vient, dont on sait où, qu'on contrôle pas, qu'on voit pas, qui peut être fait par des gamins dans un atelier dégueulasse au fin fond du Vietnam, ce genre de choses, et qu'il n'y a pas cette vraie volonté justement du public global, dans sa curiosité, d'une nouvelle démarche, d'être en contact avec ses créateurs. Attention là, il essaie d'orienter nos réponses. Ouais. Moi, je propose qu'on se barre. C'est une vraie question. Moi, en plus, quand j'ai entendu atelier dégueulasse, je croyais que c'était notre atelier.
enfin, oui, moi, je suis d'accord. Je pense qu'en fait, le public a besoin de revenir à quelque chose de plus authentique, enfin, de l'authenticité, parce qu'on est peut-être un petit peu gavé, en fait, d'acheter des trucs comme ça, qu'on range dans un coin, ou d'avoir des MP3, tu vois, avec 5000 chansons qu'on n'écoute pas. Donc, effectivement, peut-être que les gens ont envie de retrouver, en fait, un objet qui est palpable, qui finalement, en fait, qu'ils ont pris plaisir à l'acheter parce qu'ils connaissent. Ouais, qui sont achetés à l'auteur aussi. Voilà, voilà, parce qu'ils connaissent Ça, l'auteur, c'est ils important, ont discuté avec l'auteur. C'est la vente directe de l'agriculteur. C'est, Voilà. je pense que c'est Oui, vraiment ça se cette rapproche de démarche-là. la map, quoi. en C'est fait. une AMAP, ouais. Une AMAP un peu. de- Zonezine, c'est une AMAP, en fait. En gros, c'est ça, ouais. Donc venez avec votre panier et puis remplissez. Et sur le volet où nous on accompagne les gens dans le côté insertion, c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que on s'aperçoit qu'il y a bon nombre de personnes qui sont au fond du trou parce qu'elles sont dépossédées de savoir-faire, ouais, il y a de la technologie partout, il y a des images qui nous tombent dessus et on est maître de plus rien. Et en les amenant dans cette démarche-là, ils se rendent compte qu'on est capable de choisir un slogan et de l'imprimer, de faire son affiche et d'avoir une expression. On est capable de faire une image, on est capable de faire quelque chose de beau, qui soit reconnu par d'autres. Donc voilà, prendre ces choses-là en main, je pense que ça passe par ces petites formes finalement où on peut toucher un peu à tout, quoi. Oui, on ne demande pas la permission à quelqu'un pour le faire, et ça, c'est hyper... Enfin, il y a vachement ça, en fait. Dans tous les gens qui font ça, ils demandent l'autorisation à personne. Est-ce que c'est bien? Est-ce qu'il est beau le dessin? Est-ce que je le fais? Est-ce que ça va plaire aux gens? Bah, il est fait, quoi, voilà. C'est un... Bah, ils sont maîtres de leur création, donc après, voilà, ils vont pas demander à quelqu'un de comment je fais, est-ce que ce serait pas mieux de mettre un point là? Non. Oui, parce qu'enfin, c'est ce qui crée une platitude, je crois, dans l'offre actuelle, c'est que souvent, en fait, pour plaire, par exemple, à l'éditeur, ou ils font uniquement les choses qu'ils pensent qui fonctionneront. Enfin, il faut fonctionner en fonction du coup, goût, en fait, quoi. Tout devient un petit peu pareil, et le lecteur, en fait, son délai, c'est las, on va dire, de voir toujours peut-être les mêmes albums, couleurs, photoshopés, enfin... J'exagère un peu le trait, mais ils ont peut-être que c'est l'occasion dans les salons comme ça de découvrir des objets Non aseptisés. Voilà, c'est le mot que je cherchais, mais je l'ai pas trouvé. Du coup, j'attendais que. Ah voilà, merci. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce que pouvait être cet univers-là. Il reste 2 lignes. Pardon. Non, il me restait plein de lignes. C'est juste qu'après on va arriver au bout de la bande, à la fin de cette première émission en tout cas. Et donc voilà, je sais pas, à moins que vous ayez vous quelque chose pour clôturer, si vous aviez un mot ou une idée ou quelque chose à faire passer. Le dernier mot, moi, pour rebondir un peu sur tes histoires d'atelier, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense qu'on pratique un peu tous, de rendre les gens acteurs et par le biais de l'atelier. Et nous, on est pas mal sollicités. On a la chance d'avoir, comme il y a 20 personnes qui travaillent, d'avoir un atelier assez grand, d'avoir plusieurs presses. Et j'ai en rêve de faire un Fab Lab, mais artisanal, quoi, sans le truc avec 3D, avec juste de l'encre et du papier. Je pense que c'est une bonne idée. C'est des pistes à développer en plus du salon, de faire des choses ensemble, quoi, finalement. Il y a des ateliers où on fait des choses ensemble, mais il faudrait que ça prenne encore plus d'ampleur. En plus, il y a un Fab Lab pas très loin, donc c'est une bonne idée. On va y penser pour l'année prochaine. Voilà, mais un Fab Lab, voilà. Donc le salon, c'est mieux que le pôle Sans emploi, plastique. parfois. Parce parfois, on trouve plus de boulot en venant dans des salons qu'en allant à Pôle emploi. Guillaume, non, c'est bon, on a fait. Non, j'ai pas de choses. Venez, je sais pas si c'est diffusé après, en fait. Ça sera diffusé après. Voilà. Si vous n'êtes pas venu, Si vous n'êtes pas venu, vous avez raté ça. Voilà. Venez l'année prochaine si y a. Ah bah oui. Je vous le souhaite, en tout cas, j'espère vraiment qu'il y aura une 3e édition. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette 3e édition de Culturisme. Et mesdames, messieurs, à très bientôt et bonne continuation à vous tous. À vous les studios.